Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, vous l'avez compris, cette vidéo est la review de Elimination Chamber 2026. Elimination Chamber 2026 s'est déroulé dans la ville de Chicago, dans l'Illinois, dans l'arène de... Attends, je l'ai pas déjà dit dans ma preview? Bref, vous le savez déjà. Et ce pay-per-view, qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous l'avez deviné, c'était totalement à chier. Il y avait 4 matchs et la totalité de ces 4 matchs n'en valait clairement pas la peine. Oui, on va passer par tous ces matchs, tous ces 4 matchs qui se sont passés dans ce show, plus un segment à peu près bonus, si tu peux considérer ça un bonus, dans cette preview de Elimination Chamber 2026. Donc du coup, la soirée commence avec le Elimination Chamber féminin, qui était totalement de la merde en fait. C'était sloppy, les prises n'étaient même pas coordonnées. Ça a commencé avec Tiffany Stratton et Kiana James, si je me trompe pas. Ouais, avec les deux. Il y avait plein de moments où genre c'était pas coordonné. Les deux font à peu près les mêmes prises. Genre en fait, quand j'ai vu Kiana James faire aussi les carpettes de Tiffany Stratton, j'étais en mode waouh, qu'est-ce que Tiffany Stratton fait de différent par rapport à Kiana James? Kiana James sait aussi faire un moonsault. Kiana James est aussi à peu près dans la même shape que Tiffany Stratton. Et les deux sont à peu près des athlètes qui vont dans le ring puis catch. La seule différence, j'imagine, c'est que l'une est heel et l'autre est face. Et que tu peux peut-être argumenter le fait que Kiana James a une pseudo-gimmick de agence manageuse pour Julia. Mais même ça, genre, c'est pas nuancé, ça fait pas de sens. Bref, qu'il y en a à foutre. En plus, quand il réfléchit, c'est littéralement stupide d'avoir ça. Hein. Genre, t'as Kiana James être la manageuse de Julia. Alors qu'elle est littéralement meilleure que Julia, mais bref. J'imagine qu'elle était blessée quand elle faisait ce rôle. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Après, ce qui suit, c'est que c'est au tour de Asuka de rentrer dans le match. Et au moment où ils ouvrent la pod, à Kiana James qui directement se rue sur Asuka et commence à la tabasser. Ça s'enchaîne d'actions qui est assez ennuyante, hein, pour être honnête. Puis après, il y a Alexa Bliss qui arrive dans le match. Ça n'aide pas les choses. Il y a un face-off entre Tiffany Stratton et Alexa Bliss, comme si les gens en avaient à foutre de voir ce match. Hein. Genre, à chaque match, Royal Rumble, Elimination Chamber, peut-être Money in the Bank, il y a toujours un face-off entre deux catcheuses qui ne se sont jamais affrontées pour donner l'idée de « Oh, quand ça va arriver ce match, ce sera épique. » Genre, personne n'en a à foutre, en fait. Genre, quelle est la différence entre Tiffany Stratton et Alexa Bliss, pour être honnête, là, maintenant? À part que l'une est moins imposante que l'autre. Genre, c'est littéralement deux blondes qui vont dans le ring puis catch. Il y a littéralement rien qui fait intéresser la moindre personne par rapport à une autre personne. À part le fait qu'ils ont une présentation différente. Et c'est même pas le cas pour tous. Et en plus, une présentation, c'est pas assez, en fait. Parce que cette présentation, dans la plupart des cas, doit être expliquée par une gimmick. Et si tu viens juste habiller, par exemple, comme une random gothique, mais c'est une manière de se présenter qui doit directement être expliquée par rapport à une gimmick. Sinon, ça fait aucun sens. Tu peux pas, par exemple, avoir Stephanie Wacker qui vient dans le ring avec des cornes sur le crâne et la pyrotechnique de Kane dans son entrée, et puis venir dans le ring et faire une promo passionnelle à propos de son héritage et du fait que son père Hector l'a supporté pendant toute sa vie. Genre, ça fait aucun sens, quoi. Genre, c'est comme si t'avais Undertaker qui venait dans le ring avec toute sa présentation, toute sa mystique, puis il faisait une promo de super babyface en remerciant sa famille de l'avoir supporté pendant toute sa vie. Genre, ça fait aucun sens, quoi. Donc voilà, bref. Il y a un moment où Tiffany Stratton essaye de faire son saut carpé sur Kanya James qui était posée sur la pod de Raquel Rodriguez. Et du coup, Kanya James, elle esquive. Et Tiffany Stratton s'éclate directement dos premier et tête première sur la pod de Raquel Rodriguez. Et Raquel Rodriguez, qui n'était pas encore rentrée à ce moment-là, elle rigole depuis l'intérieur de sa pod, quoi, sur Tiffany Stratton. Quand tu réfléchis, cette prise, enfin, l'idée de faire cette prise dans un match tel ne fait aucun sens, hein. Parce que dans l'idée de vouloir faire mal à son adversaire pour l'éliminer, t'as plus de chances de te faire mal avec l'adversaire qui esquive que de faire mal à l'adversaire en le faisant. Donc voilà, quoi. Le coût est trop élevé pour le gain. Donc, c'est une idée stupide. Faut toujours réfléchir de manière pareille dans des Elimination Chamber matchs. Je sais pas pourquoi les producteurs de ce match, ils n'étaient pas interpellés par rapport à une idée pareille. Ils se sont dit, attends, faut réfléchir, hein, dans le contexte de la stipulation du match. Ça ne fait aucun sens de vouloir avoir l'idée de faire ça. Genre peut-être pour un catcheur tête brûlée de type Jeff Hardy ou Darby Allin, genre, ok, c'est plus crédible pour un catcheur de ce type de faire ça, mais là, c'est juste 6 catcheuses sans réelle personnalité, donc ça fait aucun sens, logiquement. Après, par la suite, il y a Raquel Rodriguez qui rentre dans le match.
Raquel Rodriguez, elle fait à peu près le ménage. Et puis par la suite, il y a Rhea Ripley qui arrive. Ah non, merde, c'est l'inverse. Il y a Rhea Ripley qui arrive en avant-dernière et Raquel Rodriguez qui arrive en dernière. Donc j'étais à Raquel Rodriguez qui fait le ménage. Oui, Raquel Rodriguez fait le ménage parce qu'elle arrive à éliminer deux personnes en même temps. Mais d'abord, avant de dire ça, il y a d'abord Asuka qui élimine Alexa Bliss qui était sur le point de faire son Sister Abigail bizarre sur... C'était Tiffany Stratton, je pense. Bref, elle avait aussi tenté de faire ce Sister Abigail bizarre. Ce Rhea Ripley, c'était botché. Genre, elle a même pas su la mettre dans cette position. C'était vraiment, ça avait vraiment l'air sloppy, quoi. Bref, elle l'a tenté sur Tiffany Stratton, si je me trompe pas. Et du coup, Asuka a craché son mist sur la gueule de Alexa Bliss. Et du coup, Kiana James enchaîne un roll-up sur Alexa Bliss. Et elle l'élimine du match. Donc du coup, par la suite, Raquel Rodriguez, elle fait le ménage en détruisant Kiana James et Asuka. Et en les pinant en même temps, 1, 2, 3, sur le centre du ring. Du coup, éliminant les deux en même temps du match. Donc du coup, par la suite, il reste que Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez et Rhea Ripley. Il y a un moment où elles sont près de la structure de la cage et il y a Raquel qui, met Rhea Ripley dans une position à l'envers avec ses pieds bloqués dans la structure de la cage et c'est en mode à quoi ça a servi de faire ça? Parce que voilà quoi, hein. Je vois ça et je me dis, ça a sûrement dû exciter un gars chauve à la barbe à la charge du booking. Parce qu'en fait, Rhea Ripley, elle est mise dans cette position, mais ça va servir à rien, vu que par après, Raquel Rodriguez, elle va partir à l'intérieur du ring pour se battre face à Tiffany Stratton pendant 30 aberrantes minutes. Et du coup, Rhea Ripley est dans cette position pendant genre 20 secondes. 20 trop longues secondes, à mon propre opinion. Et la caméra remet l'action sur Tiffany Stratton et Raquel Rodriguez. Et elle se positionne sur la troisième corde. Et Rhea Ripley, pendant ce temps, elle monte sur le haut de la pod. Et du coup, fait un swanton sur Raquel Rodriguez qui était face à Rhea Ripley sur le haut de la troisième corde avec Tiffany Stratton. Et du coup, Raquel Rodriguez, elle tombe et Tiffany Stratton est encore sur la troisième corde. Et elle enchaîne du coup son moonsault et élimine Raquel Rodriguez. Puis après, ça s'enchaîne avec Rhea Ripley contre Tiffany Stratton. Les échanges ils étaient sloppy. Et du coup, Tiffany Stratton essaye de faire son moonsault. Rhea Ripley la pousse. Tiffany Stratton se cogne directement sur la partie métallique de la pod. Et Rhea Ripley la reprend de l'extérieur du ring et enchaîne son Rip Time pour gagner l'Elimination Chamber et affronter Jade Cargill à WrestleMania 42. Ouais, je l'ai vu venir, hein. Et du coup, c'était le choix qui faisait le plus de sens à ma propre opinion. Et Jade Cargill pourra battre clean Rhea Ripley pour s'affirmer enfin en tant que championne assez crédible. Mais après, on sait toujours pas, hein. Peut-être Rhea Ripley va battre Jade Cargill clean et l'expérience Jade Cargill sera un échec total. Donc voilà, hein. C'était à peu près tout pour ce match. Et du coup, on passe au second match et c'est AJ Lee contre Becky Lynch pour le championnat féminin intercontinental de la WWE. Ce match était une purge, ce match était atroce. Bon, je vais quand même dire que je m'attendais au pire match de tous les temps, mais c'était toujours un match atroce en fait, hein. Et pour être honnête, hein, j'arrive même pas à le croire que je le dis, hein. Becky Lynch est pire dans le ring que AJ Lee, hein. Genre Becky Lynch, toutes les prises qu'elle a fait dans ce match, c'était totalement merdique en fait. AJ Lee aussi, elle était atroce, mais moins pire. Mais ça reste totalement un match merdique en fait. Il y avait clairement un manque de coordination, un manque d'athléticité, surtout de la part de Becky Lynch, qui essayait de faire des prises qu'elle n'arrivait toujours pas à faire. Elle a fait une clothesline sur AJ Lee, genre c'était... Là, c'était même pas une question d'athléticité, là, c'est juste Becky Lynch qui est totalement éclatée dans le ring, en fait. Et aussi, la psychologie du match ne fait aucun sens. Genre, le match a commencé avec Becky Lynch qui commence à narguer AJ Lee. C'est pas censé être l'inverse, en fait, parce que l'entièreté de la storyline, en fait, c'est AJ Lee qui nargue Becky Lynch. Et là, c'est totalement à l'inverse, en fait. Genre là, tu peux jeter tous les segments merdiques qu'il y a eu entre les deux et les jeter à la poubelle, parce que c'est totalement l'inverse qui se passe. Et c'est à se demander en quoi ça fait du sens. En quoi ça fait du sens. Ce match est totalement de la merde. Que ce soit dans l'exécution, que ce soit dans la logique, que ce soit de la manière dont c'est raconté, c'est totalement éclaté. Et puis après, à la fin du match, t'as un ref bump à la con où il y a genre l'arbitre qui nocelle un bump directement sur la partie exposée du coin du ring. Et après, t'as un autre ref bump où cette fois-ci l'arbitre se fait prendre un KO par un kick de Becky Lynch. Et du coup, AJ Lee, elle arrive à faire taper Becky Lynch pendant que l'arbitre n'est pas là.
Mais en fait, la finalité du match, c'est quand même AJ Lee qui arrive à faire taper Becky Lynch. Donc, quelle est l'idée derrière cette putain de psychologie de match, en fait? Quelle est l'idée? Je pensais que Becky Lynch allait battre AJ Lee pour, du coup, affirmer une revanche de AJ Lee qui l'a fait taper durant le match. Mais du coup, l'arbitre n'était pas là. En fait, c'est juste AJ Lee qui a battu clean Becky Lynch. Sans aucun problème. Donc du coup, en quoi Becky Lynch peut venir, par exemple, à Raw la semaine prochaine et redemander un rematch contre AJ Lee? Elle a perdu clean. Donc si c'est un rematch qu'on a à WrestleMania entre les deux, ça ne fait aucun sens. Mais bref, c'est un match merdique, totalement éclaté, qui n'a fait aucun sens. Et t'as AJ Lee, part-timeuse, qui est championne intercontinentale. La meuf a fait 3 matchs depuis son retour, elle est championne intercontinentale. C'est en train de gâcher la WWE, hein. Elle et CM Punk. J'y reviens d'ailleurs, hein, à CM Punk, hein. Vous allez voir, bref. Et du coup, on suit par rapport au match suivant, CM Punk qui défend le championnat poids lourd face à Finn Balor. Ce match, pour être honnête, je l'ai même pas regardé, en fait, hein. Genre, j'ai zappé, j'ai vu CM Punk qui l'a gagné, j'étais en mode, ah, super, ok. Le match, il a duré à peu près 20 minutes. En fait, c'était comme un match All Elite, en fait. Un match long pour aucune raison, en fait, parce qu'on sait tous qui va gagner le match. Donc, pourquoi le match il est aussi long? Bref, CM Punk conserve le titre. Après, t'as AJ Lee à la fin qui vient célébrer avec CM Punk vu qu'elle est championne intercontinentale là maintenant. Et là, en fait, je réalise en fait que CM Punk est littéralement en train de gâcher la WWE en fait. Il est en train de ruiner le produit qu'on regarde. Genre, j'arrive vraiment pas à le croire en fait. C'est incroyable comment CM Punk il a réussi à tourner le cerveau de tout le monde en fait. Genre, il a réussi à quitter la WWE. Après un gros désaccord avec la compagnie, puis après parler mal de la compagnie en disant de la merde, puis après revenir 10 ans plus tard, 7 ans plus tard, je sais plus, à la AEW, une compagnie rivale, puis après par la même occasion ruiner cette même compagnie en essayant de se mettre en avant, en devenant champion de l'AEW, malgré le fait qu'il disait dans ses promos que « Ah, je suis là pour mettre les jeunes en avant ». Puis après, avoir un show hebdomadaire à son nom, où il est la star de ce show, et quand même arriver à se faire suspendre après une altercation qu'il a eue avec un certain jeune talent qu'il était censé mettre en avant. Puis après, essayer d'enterrer cette même compagnie dans des interviews avec Ariel Awani, ou je sais même plus c'est quoi le blaze de ce type, et revenir à la WWE, malgré toute la merde qu'il a dit à travers toutes les années, et même durant son run à la AEW. Et là, dans cette idée, je me suis dit, ok, peut-être qu'ils seront en mode revanche, hein, pour bien dire que la WWE, ils sont les numéros 1, et que toi, en fait, t'es littéralement juste un pion, en fait. On est juste là pour te donner un job, mais sinon tu vas suivre nos règles. Mais non, en fait, ils sont littéralement en train de lécher son huc. Et c'est presque limite impressionnant, en fait, comment CM Punk, il arrive à manipuler le monde, à croire qu'il est vraiment le meilleur au monde, en fait. Parce que, objectivement, ce qui se passe, c'est que l'affiche CM Punk et Roman Reigns n'arrive pas à se vendre de elle-même, en fait. Et personne n'en a réellement à foutre de WrestleMania 42. Genre, je trouve vraiment fascinant comment un catcheur comme CM Punk a réussi à faire sa carrière en mentant aux gens. En faisant croire aux gens sa propre hype. Je pense vraiment que CM Punk est vraiment le meilleur au monde à faire croire aux gens qu'il est le meilleur au monde. Parce que pour que tu aies un pay-per-view comme Elimination Chamber qui se passe dans la ville de CM Punk, pour que tu aies aussi sa femme qui n'a littéralement aucun talent, qui devienne championne directement dans ce show, et puis après que tu aies Dan Olsen, dont personne n'en a à foutre, qui est aussi signé à la WWE, parce que je sais qu'il est pote avec CM Punk, c'est juste absurde en fait. C'est littéralement juste absurde. Parce que tout ça ne fait aucun bénéfice pour la WWE, ça n'en fait aucun, pour pas le moindre fan, à part les gens qui lèchent le huc de CM Punk, parce que pour certaines raisons, ils sont toujours dans l'illusion que CM Punk est ce rebelle de 2011, alors que c'est clairement pas le cas. C'est littéralement un lécheur de huc corporate. CM Punk, il sait clairement ce qu'il fait, et c'est un excellent jeu de politique. Genre, c'est comme Triple H, mais genre Triple H, en fait, quand il faisait ses jeux de politique, pour se mettre en avant, il a compris qu'il allait pas être mis en avant en faisant 120 livres et en ayant la gimmick du aristocrate de Connecticut, en fait. Il a compris qu'il devait améliorer sa propre présentation pour paraître mieux aux yeux du haut pouvoir. Alors que CM Punk, il pense qu'il est bon comme il est. Et ce qu'il est, c'est littéralement un gars lambda qui a juste pour seule qualité d'être bon au micro. Genre, je préfère voir 1000 fois Triple H qui a l'air au moins crédible dans le main event, quoi. Au moins, Triple H, il avait compris que de lui-même, en fait, il était pas cool. Et qu'il avait besoin d'être entouré de gens qui étaient cool. Comme Shawn Michaels, comme Chyna, comme Billy Gunn, comme Road Dogg, comme X-Pac. Il avait besoin d'être entouré de ces gens pour paraître cool. C'est un peu lui qui pense qu'il est cool de lui-même. Alors que non, en fait. T'es juste un nerd avec un tatouage de Pepsi sur le bras. Genre, va là-bas.
Genre, ce qui aurait dû arriver, en fait, quand CM Punk revient à la WWE, c'est qu'il arrive directement dans le Royal Rumble en numéro 1 ou 2, j'en ai rien à foutre. Et du coup, la personne qui est aussi à ses côtés dans le ring, c'est R-Truth. Et R-Truth, il élimine directement CM Punk. Puis basta. Et après, CM Punk peut aller catcher à Main Event et échanger des victoires et des défaites avec Fraxium. Je pense même, en fait, il aurait dû avoir le traitement DDP, en fait. Genre, t'as la femme d'un catcheur qui pin clean CM Punk dans le milieu du ring. Dans un round aléatoire. Mais bref, je conclue juste ce méga coup de gueule sur CM Punk pour dire qu'il est en train de littéralement gâcher la WWE, en fait. À faire croire aux gens qu'il est relayable. Il l'est pas du tout. Il l'est pas du tout. Genre, si Roman Reigns était encore champion indisputé, là maintenant, actuellement en 2026, et qu'il affrontait CM Punk, les tickets seraient vendus, en fait. Donc c'est pas un problème de Roman Reigns, c'est un problème de CM Punk. Parce que entre Roman Reigns et CM Punk, c'est CM Punk qui a le meilleur momentum. Roman Reigns, il s'est fait enterrer pendant l'entièreté de l'année 2025, en fait. Donc CM Punk qui a le meilleur momentum, qui est présenté de la meilleure manière, ne sait pas vendre WrestleMania 42. Et c'est un simple fait de la vie. Donc du coup on passe à l'Elimination Chamber masculin. Et du coup l'Elimination Chamber masculin m'a un peu étonné parce que je m'attendais à ce que Cody Rhodes gagne, mais Randy Orton a gagné. Bon, je sais que l'idée derrière, c'est quelque chose qui va peut-être se tourner dans un multi-man match pour le championnat de Drew McIntyre à WrestleMania 42. Parce que de ce que j'entends à SmackDown, Drew McIntyre va défendre le championnat du monde face à Cody Rhodes. Et il y aura sans doute une intervention de Jacob Fatu. Donc du coup, ça va se transformer en Fatal 4-Way ou un truc comme ça. Bref, sans doute ça va se tourner de cette manière. Ou sinon, je sais pas, peut-être il y aura Randy Orton contre Cody Rhodes, hein, avec Cody Rhodes qui tourne heel. Hein, on sait pas quand ça va arriver, hein, ce heel turn de Cody Rhodes. Hein. Mais bref, ce Elimination Chamber en lui-même, il était chiant. Comme à peu près l'Elimination Chamber féminin. Il y a eu pas vraiment de choses intrigantes qui se sont passées, pas de trucs de fou. Je pense quelque chose qui aurait pu sortir de l'eau pour l'Elimination Chamber et le rendre intéressant. C'est genre quelqu'un qui essaye de monter du haut de la structure de la cage. Genre comme dans les matchs Hell in a Cell, quoi. C'est ça ce que je veux dire, quoi. Genre t'as pas besoin d'avoir un bump du haut de la cage directement sur la table des annonceurs, hein. Tu veux juste avoir un affrontement et genre donner l'idée que quelqu'un va tomber du haut de la cage, puis après ils reviennent à l'intérieur, bref, n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui a jamais été fait, donc voilà, quoi, pourquoi pas essayer. Et en fait, ce qui va se passer dans ce match, je vais pas raconter ce qui s'est passé, hein, j'ai un peu la flemme. Bon, vite fait, je vais quand même le dire. Jevon Evans est rentré en premier, puis après, il a confronté Cody Rhodes. L'action random. Trick Williams est venu après. Logan Paul il est venu après. LA Knight est venu après. Randy Orton est venu après. Logan Paul lui a éliminé littéralement 3 gars. Donc du coup, Jevon Evans, LA Knight et Trick Williams. Puis après, Logan Paul s'est fait éliminer par Cody Rhodes. Suite à là, j'y viens. Au moment où du coup, il y avait Logan Paul, Cody Rhodes et Randy Orton qui restaient dans le ring. Mais il y a eu l'intervention de plusieurs hommes masqués qui ont essayé de rentrer dans la cage, en fait. Et genre, il y avait la sécurité qui venait, en fait. Et genre, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe encore? Et genre, ils ont démasqué un des gars masqués. Et genre, c'était un gars random. Genre, de ce que j'ai compris, c'est des catcheurs du dojo random de Seth Rollins. Genre, je me demande ce que Seth Rollins les apprend, hein. À faire des moves idiots et de se blesser dans des matchs. Et après, il y a un autre gars masqué qui arrive. La sécurité aussi l'intercepte. Et le démasque, c'est encore un autre gars random de l'académie, dojo, je sais pas quoi, camp d'entraînement de Seth Rollins, bref. Et puis après, il y a un autre gars masqué, en fait, qui arrive, après que la sécurité soit débarrassée de tous les gars masqués. Et genre, il rentre directement dans la cage, en fait. Et genre, il attaque, du coup, Logan Paul, et il fait un stomp. Cody Rhodes fait tomber sur Logan Paul. Et Logan Paul, il est du coup éliminé. Et du coup, le gars masqué enlève son masque et c'est Seth Rollins. Ouh! Et il y a Paul Heyman, comme un golemon, il fait une expression en mode choqué, en mode « Ah! Comment c'est possible ?» Bref. Et Seth Rollins, il se tient comme ça en mode... comme s'il avait de l'aura, alors que genre c'est... Personne n'a à foutre, en fait. Genre, c'est littéralement une storyline désastre, en fait. Genre, Seth Rollins, il a fait littéralement rien du tout à The Vision, en fait. Genre, limite, Seth Rollins, il a même pas eu besoin de se venger de The Vision, en fait. The Vision se sont littéralement détruits d'eux-mêmes, en se blessant toutes les 3 semaines. Donc voilà, quoi. Et j'imagine l'idée, en fait, finale, c'est d'avoir Logan Paul contre Seth Rollins. Alors que c'est un match qu'on a déjà eu à WrestleMania 39, quoi. Personne n'en avait réellement à foutre quand ça a pris place, et personne n'en aura à foutre là quand ça va arriver à WrestleMania 42. Donc l'intérêt, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est terminé avec ces mystères de « Oh, qui est l'homme masqué ?» Au moins, c'est terminé, là. Et du coup, la finale se poursuit entre Cody Rhodes et Randy Orton.
Et il y a d'un coup d'un seul Drew McIntyre qui rentre dans l'Elimination Chamber et qui commence à attaquer Cody Rhodes en fait. Et je suis en mode, attends mais l'Elimination Chamber c'est un moulin ou c'est quoi en fait? Genre t'as 4 gars qui sont essayés de rentrer dans la cage, dont 2 qui ont réussi à rentrer dans la cage comme si de rien n'était. Alors que la sécurité, pour les 2 premières personnes qui ont essayé de rentrer dans la cage, ils sont venus d'un coup très vite pour les attraper et les renvoyer d'où ils venaient. Et pour Seth Rollins et Drew McIntyre, ah non, il n'y a plus de sécurité d'un coup d'un seul. Hein. Ça ne fait aucun sens. Mais bref, Drew McIntyre commence à tabasser Cody Rhodes, Randy Orton commence à aider Cody Rhodes, et du coup Cody Rhodes fait un crossroad sur Drew McIntyre, et Randy Orton il en profite pour faire un RKO sur Cody Rhodes et gagner l'Elimination Chamber. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. C'était tout ce que j'avais à dire. Ce match était vraiment ennuyant. Il était très énervant aussi. Et l'entièreté du show était littéralement juste une atrocité en fait. Il n'y a rien qui a été fait pour rendre la route vers WrestleMania plus intéressante en fait. Genre, en sortant de ce pay-per-view, est-ce que t'es intéressé de voir WrestleMania 42? La réponse est non. Parce que ramener Dan Housen, qui sort d'une boîte, sous littéralement presque aucune réaction du public, ça ne va pas exciter la moindre personne de WrestleMania 42, en fait. Donc bref, c'est tout ce que ZOG avait à dire. Ce pay-per-view peut avoir la note de 1. Enfin, même pas 0. Ce truc était littéralement de la merde, en fait. Et du coup, ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.